Les deuxièmes sources concernant les droits ce sont les sources internationales. Alors, concernant les sources internationales, il faut toujours différencier entre les sources universelles et les sources régionales lorsque l'État adhère à des instruments régionaux. Donc, alors, concernant les sources universelles, nous avons d'abord la Déclaration universelle des droits de l'homme. Avant la déclaration, il y avait un ensemble de textes relatifs aux droits humanitaires, puis les textes relatifs aux droits des travailleurs qui ont été adoptés au sein de l'OIT. Mais la déclaration constitue vraiment le point de départ de cette internationalisation des droits de l'homme. Malgré le fait qu'elle soit une déclaration, aujourd'hui on considère qu'il fait partie de ce droit international coutumier des droits de l'homme. Après la déclaration, ou à partir de la déclaration, c'était un texte c'était un énoncé de principe, beaucoup plus. Ce n'était pas un texte qui est juridique. Alors, il fallait, à partir de la déclaration, vont être établis deux textes qui ont une valeur juridique contraignante, qui sont les deux pactes de 1966, l'un relatif aux droits civils et politiques et l'autre relatif aux droits économiques et sociaux. Alors, le contexte dans lequel ont été adoptés les pactes, nous sommes dans les années 60, donc le monde était toujours divisé entre entre deux blocs, le bloc socialiste et le bloc occidental. Puis nous avons l'arrivée des pays du tiers-monde sur la scène internationale. Cela va se refléter sur les différentes conceptions des droits qui vont être donc défendus par les uns et par les autres. Les libéraux défendaient les libertés formelles, les socialistes défendaient les droits réels, et les pays du tiers-monde étaient beaucoup plus attachés aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, comme quoi les libertés ne peuvent s'exercer que dans l'indépendant, que dans des pays indépendants. Pour refléter donc toutes ces différentes conceptions, nous avons les deux pactes, l'un pour les droits civils et politiques qui reflète donc la vision occidentale libérale. Nous avons le pacte pour les droits économiques et sociaux qui reflète donc la vision socialiste, et les deux pactes ont une partie commune, la première partie commune relative aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les deux pactes, donc le pacte relatif aux droits civils et politiques, il reconnaît donc les principales libertés. Qu'est-ce que nous avons donc, c'est un pacte de 53 articles, sont proclamés le droit à la vie, l'interdiction de la torture, l'interdiction de l'esclavage, le droit à la liberté et à la sécurité, l'interdiction de la détention pour dette, l'égalité devant les tribunaux, la reconnaissance de la personnalité juridique, la liberté de la pensée, de conscience et de religion, la liberté d'expression, non-discrimination, le droit de réunion, le droit de vote, les droits culturels des minorités. Le pacte économique sur les droits économiques et sociaux et culturels proclame les droits de la deuxième génération. Alors, nous avons le droit au travail, le droit à des conditions de travail justes, le droit de s'affilier à un syndicat, la sécurité sociale, la protection de la famille, le droit à un niveau de vie suffisant, l'accès à la nourriture, les vêtements et le logement, le droit à la santé, à l'éducation et la culture. Alors, à partir des pactes, les pactes constituent, alors étant donné que ce sont des textes juridiques, cela veut dire qu'on va prévoir des mécanismes de contrôle. Le pacte relatif aux droits civils et politiques a prévu l'existence d'un comité de droits de l'homme. Le pacte économique, au départ, n'a pas prévu de mécanisme de contrôle. Pourquoi? Ou de protection et de contrôle, parce qu'on a estimé à l'époque que assurer ces droits dépend beaucoup plus du niveau de développement du pays, et que les pays les moins développés avaient beaucoup besoin d'aide que de contrôle. Donc ce n'est que par la suite, dans les années 80, je crois, qu'un comité pour les droits économiques, ou récemment qu'un comité pour les droits économiques a été institué. Alors le comité pour les droits civils et politiques, il y a la possibilité pour les individus et pour les ONG d'un État de les saisir directement, mais pour cela, il faut que son État ait ratifié un protocole facultatif qui permet cette saisine directe. Le pacte de 1966 constitue le socle à partir duquel un certain nombre d'instruments ont été adoptés.
alors, et qui constituent vraiment les instruments internationaux fondamentaux les plus importants de ce droit international de droits de l'homme. Nous avons, avant les pactes en 1965, nous avons la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Nous avons en 1966 les pactes que je viens de citer. Nous avons en 1979 la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDAW. Nous avons en 1984 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la CAT. Nous avons en 1989 la Convention relative aux droits de l'enfant. Nous avons en 1990 la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. 2006, la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Et toujours en 2006, la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. Le Maroc adhère à tous ces instruments. Donc, alors, à côté de ce droit, de ces textes fondamentaux donc, relatifs aux droits de l'homme, nous avons un ensemble de déclarations qui constituent ce que nous appelons le droit souple relatif aux droits de l'homme, le soft law. Alors, c'est des exemples de ce soft law. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons en 1979 le Code de conduite pour les responsables de l'application des lois. Nous avons en 1981 la Déclaration sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction. 1986, Déclaration sur le droit au développement. Alors, le droit au développement, selon cette déclaration, ce n'est pas seulement le développement économique, mais aussi le développement culturel. Nous avons la déclaration 1992, la déclaration des droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses ou et linguistiques. Nous avons 93, les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ce que nous appelons les principes de Paris. 2005, principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou de violations graves du droit international humanitaire. 2007, la Déclaration des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones. 2015, ensemble des règles minimales des Nations Unies pour le traitement de détenus, ce que nous appelons les règles de Nelson Mandela. Donc, les instruments contraignants, puis le soft law. Ça, en général, c'est de quoi est constitué le droit international des droits de l'homme. Alors, généralement, pour classer ces différents textes, soit on les classe par des textes qui visent donc à lutter contre certaines pratiques, par exemple les textes contre la torture, contre la discrimination raciale, ainsi de suite, soit des textes qui visent surtout à défendre certaines catégories de personnes, comme les conventions pour le droit pour l'enfance, comme la convention pour les handicapés, ainsi de suite, pour la lutte contre la torture, la discrimination à l'égard des femmes. Donc nous avons soit des pratiques contre lesquelles on lutte, soit des personnes qu'on vise à protéger. Alors, ce droit international des droits de l'homme, il répond à un certain nombre de particularismes. Alors, le premier particularisme, c'est que ce droit international, il vise à créer, si on peut dire, un ordre international de respect des droits de l'homme. Donc, c'est un ordre international, cela veut dire que ce droit a un caractère objectif. Il n'est pas soumis au principe de la réciprocité, ce qui veut dire qu'un État ne va pas donc, que lorsqu'un État ne respecte pas une norme donnée, les autres États ne sont pas donc appelés à faire la même chose. Non, pas du tout. Le principe de réciprocité ne joue pas. Donc un État peut violer les règles, les autres États par contre ne sont pas si je peux dire, dans la possibilité de le faire. Nous avons un ordre objectif. Alors, en cela, la Convention de Vienne donc, est claire. La Convention de Vienne relative aux droits des traités, dans l'article 60, paragraphe 5, précise que la violation par un État de dispositions relatives à la protection de la personne humaine
contenues dans les traités de caractère humanitaire n'autorise pas les autres parties contractantes à suspendre l'applicabilité de traités. Donc, ce qui veut dire que les instruments internationaux de protection des droits de l'homme créent des engagements qui s'imposent à chacune ou à chacun des États parties, indépendamment des conditions de leur exécution par les autres États parties. Donc ça, il n'y a pas le principe de réciprocité donc, qui est valable pour les autres traités, ne fonctionne pas lorsqu'il s'agit donc des traités, des conventions relatives aux droits de l'homme. Pourquoi? Parce que ces conventions créent un ordre objectif, donc un ordre, si je peux dire, un ordre public international, un ordre objectif. La deuxième particularité, elle concerne la relation entre le droit interne et le droit international. Alors, généralement, les normes en matière des droits de l'homme remplissent une double fonction. Concernant cette relation, ils remplissent une double fonction. La première fonction est une fonction d'orientation pour le législateur. Ils orientent l'action du législateur. Et la deuxième fonction, c'est une fonction d'évaluation, c'est-à-dire ils sont un outil d'évaluation. En effet, c'est à la lumière de ces conventions internationales qu'on va évaluer et le droit et la pratique d'un État. Alors, généralement, on estime qu'il est du devoir de l'État de s'assurer que lorsqu'elle adhère à un instrument international de droits de l'homme, qu'elle le ratifie, elle est de son devoir de s'assurer qu'il y ait une conformité entre le droit interne et le droit international. Comment réaliser cette conformité? Ce ne sont pas les traités qui répondent à cette question, mais chaque État va déterminer comment réaliser la conformité entre les conventions auxquelles elle adhère, qu'elle a ratifiées, et son droit interne. Donc c'est l'État qui détermine les moyens de réaliser cette conformité. Et en cela, la Convention de Vienne était claire, pas la Convention de Vienne, mais la Déclaration de Vienne, le programme d'action de Vienne, dans la section 1, paragraphe 1, était clair: les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont inhérents à tous les êtres humains. Leur promotion et leur protection incombent au premier chef au gouvernement. Donc, c'est l'État qui détermine les moyens par lesquels il va assurer la conformité entre le droit interne et le droit international des droits de l'homme. Cela nous amène donc à la troisième particularité, c'est que le droit international des droits de l'homme est soumis au principe de subsidiarité. Ce qui veut dire que la primauté, généralement, on accorde une primauté à ce droit, ne veut pas dire que la norme internationale va supplanter la norme interne, elle va la remplacer, pas du tout. Elle ne remplace pas la norme interne, mais les États sont appliqués à appliquer la norme internationale dans le rapport avec les individus. Pour cela donc, ils vont décider des modalités donc d'intégrer par lesquelles cette application va avoir lieu. Ce sont les États, comme je l'ai dit, qui déterminent les moyens, les méthodes, si je peux dire, ou comment assurer la conformité entre le droit interne et le droit international. Donc c'est le principe de subsidiarité, ce qui veut dire que la norme internationale ne remplace pas, ne se substitue pas à la norme interne, pas du tout, mais elle ne supplante pas le droit interne, mais seulement elle le complète, elle pallie à ses insuffisances. Donc ça, pour la troisième caractéristique, c'est le principe qui découle de la première, qui est la relation entre le droit interne et le droit international, c'est le principe de la subsidiarité. La quatrième caractéristique, elle concerne l'applicabilité de la norme internationale, l'applicabilité directe. Est-ce que la norme internationale peut avoir une applicabilité directe? Une applicabilité directe, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce qu'un individu peut évoquer la norme interne devant le juge, et est-ce que le juge peut statuer
en fonction de la norme internationale. La norme internationale devant le juge, ou est-ce que le juge peut statuer en fonction de la norme internationale? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut écarter la norme internationale et appliquer directement la norme interne et appliquer directement la norme internationale? C'est ça ce que nous appelons l'applicabilité directe. L'applicabilité directe, c'est la possibilité de donner à l'individu d'évoquer la norme internationale devant le juge, d'évoquer devant le juge la norme internationale, et la possibilité donnée au juge de statuer en fonction de la norme internationale. Alors, cette question de l'applicabilité directe, elle est possible, mais pour cela, il faut qu'il y réponde à 3 caractéristiques. C'est-à-dire, est-ce que les droits sont justiciables? Les droits reconnus par les conventions internationales, est-ce qu'il y a une possibilité de leur justiciabilité? Pour cela, 3 conditions sont nécessaires. La première, c'est qu'il faut que l'État ait ratifié et publié la convention internationale, donc ratification et publication par l'État. La deuxième condition, c'est qu'il faut que les États, dans le traité, aient accepté cette possibilité-là. Donc, en cela, il faut faire attention à la rédaction du traité, donc à la rédaction de la convention. Je prends comme exemple la rédaction de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est dans l'article 1, les États reconnaissent à toute personne les droits contenus dans la déclaration. Les États reconnaissent à toute personne les droits reconnus dans la déclaration. Donc il y a une obligation de respecter les droits reconnus par la Convention. Donc l'applicabilité directe, et ça explique pourquoi est-ce que la Convention européenne a cette applicabilité directe. Puis nous avons par exemple les pactes. Les États s'engagent à reconnaître. S'engagent, donc cela veut dire ils s'engagent, mais ils reconnaissent, mais ils s'engagent. Donc ça veut dire qu'il y a un engagement, c'est tout. Mais ce n'est pas aussi fort que l'article 1 de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il faut faire attention à la rédaction de la Convention. Alors, la troisième condition, pour l'applicabilité directe, c'est que le texte doit être écrit d'une manière claire, de manière à ce qu'il n'existe pas une interprétation, c'est-à-dire c'est ce que nous appelons le self-executing, c'est-à-dire le texte est clair, donc on n'interprète pas. Donc l'applicabilité directe du traité international, ça veut dire, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'individu peut évoquer le texte devant le juge et que le juge peut statuer en fonction du traité international ou de la convention internationale. Et pour cela, c'est le problème de la justiciabilité de droit, sur le plan de la justiciabilité de droit qui sont reconnus par un texte international. Alors, pour cela, 3 conditions: que la convention soit ratifiée et publiée par l'État, qu'il y ait que cette possibilité soit reconnue par les États, et en cela il faut voir la rédaction de la Convention, et troisièmement que les dispositions du traité ou de la Convention soient claires, qu'ils ne nécessitent aucune interprétation. Alors, la quatrième ou la dernière particularité, elle concerne la portée réelle de la norme internationale. Alors, dans ce cas, généralement, on distingue entre les droits intangibles et les droits conditionnels. Alors, les droits intangibles, ce sont les droits qui ne supportent pas de restrictions. Alors, généralement, dans les traités, on cite les droits intangibles. Donc, si je prends par exemple le pacte international relatif aux droits civils et politiques, nous avons dans l'article 2, paragraphe 4, il dresse une liste des droits intangibles qui sont le droit à la vie. Le droit intangible, ça veut dire que, quelles que soient les conditions, on ne touche pas à ces droits. Donc nous avons le droit à la vie, dans l'article 6, paragraphe 1, le droit de ne pas être torturé ni de subir des traitements inhumains et dégradants, c'est l'article 7, le droit de ne pas être placé en esclavage,
l'article 8, le droit de ne pas être emprisonné dette, l'article 11, la non-rétroactivité de la loi pénale, article 15. Donc, alors, puis un certain nombre d'autres droits. Alors, donc ça pour les particularismes de ce droit international des droits de l'homme. Alors, concernant le Maroc, dans le préambule dans deux emplacements, il définit donc la constitution marocaine, définit la relation qu'elle a avec les instruments internationaux. Donc, nous avons au niveau du préambule, alors le préambule, c'est accordé aux conventions internationales dûment ratifiées par lui dans le cadre des dispositions de la Constitution et des lois du royaume dans le respect de son identité nationale immuable et dès la publication de ces conventions. La primauté sur le droit interne du pays et harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Ça donc, puis nous avons au niveau de l'article 19, l'homme et la femme jouissent à égalité donc des droits et des libertés. Alors voilà ce que tu as énoncé dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, des libertés à caractère civil, donc je lis tout l'article. L'homme et la femme jouissent à égalité de droits et libertés à caractère civil, politique, économique, social, culturel et environnemental, énoncés dans le présent titre et dans les autres dispositions de la Constitution, ainsi que dans les conventions et pactes internationaux dûment ratifiés par le Maroc, et ce, dans le respect des dispositions de la Constitution, des constantes du royaume et de ses lois. Donc le Maroc, il a une manière un peu vague de déterminer la relation entre le droit interne et le droit international en matière des droits de l'homme. Ce qu'on sait d'après tout ce qui a été dit, d'abord, c'est qu'il y a une primauté. Donc la primauté, ça veut dire un rang. Et on sait que la primauté est accordée aux conventions internationales en matière des droits de l'homme. Alors seulement c'est une primauté très conditionnée. Beaucoup de conditions sont posées à cette primauté. Alors le fait de parler de primauté nous donne une idée, c'est que le Maroc adhère à l'école moniste du droit international. Donc nous ne sommes pas dans l'école dualiste. Donc il adhère à cette école. La primauté, mais c'est une primauté qui est soumise à plusieurs conditions, au point qu'on peut se demander, est-ce que la primauté, les conditions qui sont citées, est-ce qu'ils ne vident pas un peu cette primauté de son contenu? Donc la primauté est accordée, mais la primauté, ça ne veut pas dire l'applicabilité directe. La primauté, c'est un rang, une hiérarchie qui est établie entre le texte international et le texte interne. L'applicabilité directe, c'est le fait d'évoquer c'est la justiciabilité des droits. Donc le Maroc parle de primauté et c'est une primauté très conditionnée. La deuxième remarque qu'il faut faire pour le Maroc, c'est qu'il ne cite pas les textes internationaux. On ne trouve pas dans la constitution marocaine une référence aux textes internationaux, alors qu'on peut la trouver dans d'autres constitutions. Je prends par exemple la constitution burundaise de 2005 et je crois même dans la constitution égyptienne, pour ne pas faire, mais je cite donc la constitution burundaise, proclamant notre attachement au respect des droits fondamentaux de la personne humaine tel qu'il résulte notamment de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, des pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1966 et de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981. Donc il cite des textes internationaux. Le Maroc ne cite pas des textes internationaux, il parle des conventions auxquelles il adhérait, il utilise la primauté. La primauté donc avec des conditions, et en plus lorsqu'il parle de la primauté, donc disposition
conséquence donc des permutations au droit interne et harmoniser, il parle d'harmoniser en conséquence les dispositions pertinentes de sa législation nationale. Alors ce qui fait harmoniser, ce que veut dire qu'on va procéder à une harmonisation du droit. Donc la primauté au Maroc, les textes internationaux n'ont pas une valeur supraconstitutionnelle, ils ont une valeur infraconstitutionnelle, supralégislative. Oui, mais en même temps, la primauté ne veut pas dire l'applicabilité directe. Parce qu'on parle d'harmoniser les textes internationaux, ce que veut dire, on va s'assurer de la conformité entre la législation et le texte international. Puis dans d'autres parties de la Constitution, par exemple l'article 110, il précise que les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l'application impartiale de la loi. Donc l'applicabilité directe, la primauté, cela veut dire que pour le Maroc, cela veut dire que les conventions internationales ont un statut supralégislatif et que donc le législateur est appelé à harmoniser entre la législation interne et les traités ou les conventions que le Maroc a ratifiées, mais ça ne lui donne pas l'applicabilité directe, sachant très bien que plusieurs voix se sont élevées au moment de la rédaction de la Constitution pour que cette applicabilité directe soit accordée aux droits qui sont aux conventions que le Maroc a ratifiées. Ceci dit, nous avons la jurisprudence, nous avons beaucoup de cas de jurisprudence dans lesquels le juge marocain a appliqué le traité international. Par exemple, dans la contrainte par corps, le juge marocain a écarté la loi nationale et a appliqué donc le traité international.